Salut. Merci d'avoir cliqué. C'est Body Saga. Voici l'histoire d'un homme qui a été détruit par les personnes qu'il aimait le plus. Mais il ne s'est pas laissé abattre. Restez jusqu'à la fin et entrons dans le vif du sujet. Votre honneur, avant de finaliser quoi que ce soit, je dois parler. Mon fils, Yaroslav, s'est levé au fond de la salle d'audience. Il avait eu 18 ans il y a 3 semaines, le jour même où sa mère m'avait remis les papiers du divorce avec un sourire aux lèvres. La juge, Elena Viktorovna Orlova, semblait surprise. C'était censé être une audience finale de routine. Signer les papiers, diviser les actifs et mettre fin à 22 ans de mariage. Rien de compliqué. Jeune homme, c'est une procédure privée. Qui est vos? Je suis Yaroslav Beliakov. Le défendeur est mon père. La demanderesse est ma mère. Sa voix était ferme, calme, rien à voir avec l'adolescent nerveux que j'avais élevé. Et j'ai des preuves que ce tribunal doit entendre avant que tout document ne soit signé. Ma femme, Anya, était assise à la table de la demanderesse avec son avocate, une femme élégante nommée Éléonore, qui facturait 50 000 roubles de l'heure et valait chaque kopek si vous vouliez détruire quelqu'un au tribunal de la famille. Le visage d'Anya a blêmi. Yaroslav, assieds-toi. A-t-elle sifflé? Cela ne te concerne pas. En fait, maman, si, cela me concerne plus que quiconque. Il s'est avancé, dépassant les bancs du public, dépassant la table de sa mère, jusqu'à se tenir devant le bureau du juge. Dans sa main se trouvait un petit appareil, un enregistreur numérique, le genre qu'on achète dans n'importe quel magasin d'électronique. Votre honneur, ces 3 dernières années, j'ai enregistré les conversations dans ma maison. Les conversations que ma mère tenait quand elle pensait que personne n'écoutait. Des conversations qui révèlent une fraude, un adultère et une conspiration pour priver mon père de tout ce pour quoi il a travaillé. Le silence s'est abattu sur la salle. La juge Orlova s'est penchée en avant. Jeune homme, c'est une accusation grave. Comprenez-vous les implications de ce que vous dites? Oui, madame. J'ai eu 3 ans pour les comprendre. Yaroslav, arrête ça tout de suite. Anya s'était levée, son sang-froid s'effritant. Quoi que tu penses avoir entendu? Je n'ai pas pensé avoir entendu, maman. J'ai enregistré. Des heures d'enregistrement, des dates, des heures, des noms, des montants, tout. Il a levé l'enregistreur. Veux-tu dire la vérité à papa, ou dois-je le diffuser pour tout le monde? Anya m'a regardé, a regardé la juge, son avocate, et l'huissier posté près de la porte. Puis elle a couru. Elle a réellement essayé de s'enfuir, a attrapé son sac et a foncé vers la sortie latérale comme un criminel fuyant une scène de crime. L'huissier l'a rattrapée en 3 pas, lui a saisi le bras et l'a ramenée. Madame, vous devez retourner à votre siège. Lâchez-moi. C'est ridicule. Mon fils ment. Madame, asseyez-vous. Il l'a guidée vers la table de la demanderesse. Elle tremblait maintenant, toute son assurance polie avait disparu. Le masque avait glissé, et en dessous se cachait quelque chose de désespéré et de laide. La juge Orlova a regardé Yaroslav avec un nouvel intérêt. Je pense qu'il vaut mieux que vous me disiez ce qu'il y a sur cet enregistrement, monsieur Beliakov. Yaroslav a appuyé sur lecture et tout mon mariage s'est effondré devant moi. Mais laissez-moi revenir au début. Mon nom est Rodion Beliakov. J'ai 51 ans. J'ai vécu à Ekaterinbourg, en Russie, la majeure partie de ma vie adulte, travaillant comme ingénieur mécanicien principal dans une usine d'équipements industriels. Rien de glamour, mais un travail stable avec un bon salaire. Le genre de job qui permet d'acheter un appartement, d'élever un fils et de planifier la retraite. J'ai rencontré Annie Atras en 1999 au mariage d'un ami. Elle avait 23 ans, était magnifique et travaillait comme assistante juridique dans un grand cabinet du centre-ville. J'avais 26 ans, je venais d'être promu et j'avais l'impression de réussir ma vie. Nous sommes sortis ensemble pendant 18 mois, nous nous sommes fiancés et nous nous sommes mariés à l'été 2001. Pendant les premières années, les choses allaient bien, ou du moins je le pensais. Anya voulait un bel appartement, alors nous en avons acheté un. Elle voulait rester à la maison à la naissance de Yaroslav en 2005, alors j'ai assumé cela seul avec mon salaire. Elle voulait une école privée pour notre fils, alors j'ai fait des heures supplémentaires pour payer les frais de scolarité. Je lui ai donné tout ce qu'elle demandait, tout ce que je pouvais fournir, et apparemment ce n'était jamais assez. La première fois que j'ai soupçonné que quelque chose n'allait pas, c'était en 2018. Yaroslav avait 13 ans. Je suis rentré tôt du travail un jour et j'ai trouvé Anya au téléphone dans la chambre, parlant à voix basse, s'arrêtant dès qu'elle m'a vu. C'était qui? Juste ma sœur. Mais sa sœur vivait à Vladivostok et nous avions l'affichage du numéro. Le numéro sur le téléphone n'était pas celui de sa sœur. J'ai laissé couler. Je me suis dit que j'étais paranoïaque. Je me suis dit qu'après 17 ans de mariage, je devais faire confiance à ma femme. J'étais un imbécile. Les signes étaient là. En y repensant, les nouveaux vêtements que je ne l'avais pas vu acheter, les soirées avec des copines qui devenaient de plus en plus fréquentes, la façon dont elle inclinait son téléphone pour que je ne voie pas ses SMS. Mais je ne voulais pas le voir. Je ne voulais pas croire que la femme avec qui j'avais construit ma vie me mentait. J'ai donc enterré mes soupçons et j'ai continué à travailler,
à subvenir aux besoins, à être le mari fiable et stable qu'elle trouvait apparemment si ennuyeux. Puis est arrivé le 18 anniversaire de Yaroslav, le 15 mars 2023. Nous avons fait une petite fête à la maison. La famille, quelques amis, un gâteau et des cadeaux. Yaroslav allait entrer à l'université Beaumont à Moscou en automne pour faire des études d'ingénieur comme son père. Cela aurait dû être une célébration. Au lieu de cela, ce fut une embuscade. Après le départ des invités, après que Yaroslav soit monté dans sa chambre, Ania m'a fait asseoir à la table de la cuisine. Rodion, je veux le divorce. Juste comme ça. Sans transition, sans avertissement, sans tentative de arranger les choses. Quoi? Pourquoi? Je ne suis pas heureuse. Je ne le suis plus depuis des années. Et maintenant que Yaroslav a 18 ans, je n'ai plus besoin de faire semblant. Faire semblant. Ania, de quoi parles-tu? Elle a souri. Pas un sourire triste, pas un sourire conflictuel, mais un sourire triomphant. Je planifie cela depuis longtemps, Rodion. J'attendais que notre fils soit adulte pour que la garde ne soit pas un problème. Maintenant, je peux enfin avoir la vie que je mérite. La vie que tu mérites? Je t'ai tout donné. Tu m'as donné un appartement ennuyeux dans une ville industrielle ennuyeuse avec un mari ennuyeux qui travaille tout le temps. Ce n'est pas une vie. C'est une peine de prison. Elle a fait glisser des papiers sur la table. Signe ça. Mon avocate dit que si nous faisons cela à l'amiable, ce sera plus rapide. J'ai regardé les papiers, j'ai regardé la femme que j'avais aimée pendant 22 ans, l'étrangère assise en face de moi. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Réfléchis autant que tu veux, mais pour moi c'est fini, Rodion. Je suis enfin libre. Elle s'est levée et est partie, me laissant assis à la table avec des papiers de divorce et le cœur brisé. C'est alors que Yaroslav est descendu. Papa, ça va? Ta mère veut divorcer. Il s'est assis en face de moi. Son visage n'était pas surpris. Il était résigné, comme s'il s'y attendait. Je sais, papa. Je le sais depuis longtemps. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a regardé vers l'escalier pour vérifier que sa mère n'écoutait pas. Il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Mais j'ai besoin que tu me fasses confiance et que tu ne fasses rien avant que le moment ne soit venu. Yaroslav, de quoi parles-tu? J'ai enregistré maman, papa, pendant 3 ans. Je sais tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle cachait. Il a sorti son téléphone, m'a montré un dossier contenant des centaines de fichiers audio datés et étiquetés. Quand tu iras au tribunal, je vais la détruire. Mais nous devons faire les choses correctement. Nous devons lui laisser croire qu'elle gagne jusqu'à la fin. J'ai regardé mon fils, ce garçon de 18 ans qui, apparemment, construisait un dossier contre sa propre mère depuis 3 ans. Pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Parce qu'elle te mentait, papa. Elle mentait, volait et trichait, et quelqu'un devait te protéger. Cette nuit-là, Yaroslav m'a tout raconté. Et ce que j'ai appris m'a rendu malade. La liaison avait commencé en 2016. Il s'appelait Vsevolod Volkov. Un associé du cabinet d'avocats où Ania avait travaillé autrefois. Ils s'étaient retrouvés lors d'un événement caritatif, avaient échangé leurs numéros, avaient commencé à se voir pour déjeuner, puis plus que pour déjeuner. Yaroslav l'avait découvert par hasard quand il avait 12 ans. Il était rentré plus tôt de l'école à cause d'un mal de ventre et avait entendu des voix dans la chambre principale, la voix de sa mère et celle d'un homme qui n'était pas son père. Il ne l'avait pas confronté, ne m'avait rien dit. Au lieu de cela, il avait commencé à observer. J'étais juste un gamin, m'a-t-il dit cette nuit-là. Je ne savais pas quoi faire. Je pensais que c'était peu, être une fois. Qu'elle arrêterait. Mais elle n'a pas arrêté. Ça a continué. À 15 ans, Yaroslav a commencé à enregistrer. Il a d'abord utilisé son téléphone, le cachant dans les parties communes quand Ania pensait être seule. Puis il a acheté un véritable enregistreur numérique, assez petit pour être caché n'importe où. Il a capturé des appels téléphoniques, des conversations avec Vsevolod, des discussions avec des amis où elle se vantait de sa double vie, des conversations avec son avocate sur le divorce qu'elle préparait. 3 ans de preuves, des centaines d'heures d'enregistrement. Elle se parle toute seule parfois, a dit Yaroslav, quand elle pense qu'il n'y a personne. Elle répète ce qu'elle va te dire, comment elle va manipuler les faits. J'ai tout enregistré. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Parce que tu l'aurais confrontée, elle aurait tout nié, et cela aurait été ta parole contre la sienne. Son avocate t'aurait mis en pièces. Il a secoué la tête. Je devais attendre d'avoir 18 ans pour pouvoir témoigner en tant qu'adulte, pour qu'on puisse la coincer au tribunal là où elle ne pourrait plus fuir. Mon fils, mon petit garçon, avait porté ce fardeau pendant 3 ans pour me protéger, rassemblant des preuves, attendant le bon moment. Il y a plus, papa. Ce n'est pas seulement la liaison. Quoi d'autre? Elle te vole depuis des années. Elle a des comptes dont tu ignores l'existence. De l'argent qu'elle a siphonné des comptes joints, de ton épargne retraite, de partout. Elle s'est constituée un nid de poules pour pouvoir partir avec tout et recommencer sa vie avec Vsevolod. Combien? Plus de 30 millions de roubles que je peux prouver.
Probablement plus. 30 millions de roubles. L'argent pour lequel j'avais travaillé des décennies. L'argent pour la retraite, les urgences, les études de mon fils. Disparu. Volé par la femme qui dormait à mes côtés chaque nuit. Et il y a une dernière chose. La voix de Yaroslav a baissé d'un ton. Le pire. Qu'est-ce qui pourrait être pire que ça? Maman et Vsevolod préparent quelque chose. Je les ai enregistrés il y a 6 mois. Ils veulent s'assurer que tu n'obtiennes rien au divorce. Il travaille avec son avocate pour cacher les actifs et faire de fausses déclarations, pour te faire passer pour le méchant afin que le juge lui donne tout. Quel genre de fausses déclarations? Yaroslav m'a regardé avec une pointe de peur. Elle va t'accuser de violence conjugale, papa. Elle a de faux dossiers médicaux, de faux témoins, toute une histoire inventée. Elle va dire au tribunal que tu l'as frappé, contrôlé, que tu as fait de sa vie un enfer. C'est un mensonge total, mais elle prépare ça depuis des mois. La pièce s'est mise à tourner autour de moi. Ma femme prévoyait de m'accuser de violence domestique pour détruire ma réputation, ma carrière, ma vie, tout cela pour partir avec mon argent et son amant. Et elle avait demandé le divorce le jour de l'anniversaire de notre fils, pensant avoir choisi le moment parfait. Elle ne savait pas que son propre fils se préparait pour ce moment depuis 3 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ai-je demandé. Yaroslav a souri. C'était un sourire froid, bien plus vieux que ses 18 ans. On lui laisse croire qu'elle gagne. On suit la procédure de divorce. On la laisse faire ses mouvements. On la laisse s'enfermer dans ses mensonges par écrit. Et lors de l'audience finale, quand il sera trop tard pour elle de changer de cap, on diffuse les enregistrements. C'est ça le plan. C'est la justice, papa. Celle qu'elle n'a pas vue venir. Les 4 mois suivants furent une torture. Je devais faire semblant de ne rien savoir. Je devais m'asseoir en face d'Ania lors des séances de médiation et écouter ses mensonges avec un visage impassible. Je devais regarder son avocate faire des demandes scandaleuses alors que mon propre avocat, Stéphane, un gars compétent mais dépassé, luttait pour suivre. Ania voulait l'appartement. Elle voulait 75% de nos actifs. Elle voulait une pension alimentaire substantielle pour le reste de sa vie. Et en arrière-plan, ces allégations d'abus planaient comme une arme chargée. Elle ne les avait pas encore déployées, les gardant probablement au cas où je résisterais trop. Une option nucléaire pour s'assurer qu'elle obtienne tout. Je voulais hurler, je voulais lui jeter les enregistrements au visage. Mais Yaroslav avait raison. Nous devions attendre. Nous devions la laisser confirmer ses mensonges par écrit dans des dépositions et des documents officiels. Ainsi, quand la vérité éclaterait, elle ne pourrait pas dire qu'elle avait été mal comprise. Elle serait prouvée menteuse, voleuse et fraudeuse devant le tribunal. Durant ces mois, j'ai appris plus sur ma femme qu'en 22 ans de mariage. La liaison avec Vsevolod n'était pas la première. Il y en avait eu d'autres, remontant à 2008. Yaroslav l'avait enregistré en train de s'en vanter auprès d'une amie, riant de ma crédulité. Rodion pense vraiment que j'étais à cette conférence à Kazan, disait-elle sur un enregistrement. Pendant ce temps, j'étais dans une chambre d'hôtel avec le coach de la salle de sport. Dieu, il est si facile à tromper. 6 ans. Elle me trompait depuis 6 ans, et la manipulation financière était encore plus étendue que ce que Yaroslav avait découvert au début. Elle avait ouvert des cartes de crédit à mon nom à mon insu. Elle avait contracté un prêt hypothécaire sur notre appartement en imitant ma signature. Elle versait de l'argent à Vsevolod Volkov depuis des années pour l'aider à payer ses dettes, pendant que je travaillais 60 heures par semaine. Le total, quand nous avons tout additionné, approchait les 45 millions de roubles. Près de 50 millions volés à notre famille, volés à moi. Yaroslav l'avait enregistré en train de discuter de tout cela, de s'en réjouir. Une fois le divorce prononcé, Rodion n'aura plus rien, avait-elle dit à Vsevolod. Il aura de la chance s'il peut s'offrir une chambre en colocation, et nous serons sur une plage, vivant la vie qu'il n'a jamais pu me donner. La vie qu'il n'a jamais pu lui donner. Je lui avais tout donné. Chaque heure supplémentaire, chaque sacrifice, chaque compromis. Et elle m'avait payé par la trahison. L'audience finale a eu lieu le 12 juillet 2023. Ania est entrée dans la salle avec une confiance absolue. Elle avait gagné, d'après elle. Son avocate avait surpassé le mien à chaque étape. L'accord de règlement l'avantageait lourdement. Il ne manquait que la signature de la juge. Elle ne savait pas que Yaroslav avait pris congé de son job d'été. Elle ne savait pas qu'il était assis dans la salle avec un enregistreur. Elle ne savait pas que tout ce pourquoi elle avait travaillé allait s'effondrer. L'audience a commencé normalement. Éléonore a présenté l'accord de règlement. Stéphane a offert des objections de pure forme qui ont été rapidement rejetées. La juge Orlova semblait prête à tout approuver. C'est alors que Yaroslav s'est levé. « Votre honneur, avant de finaliser quoi que ce soit, je dois parler. » Et tout a changé. Le premier enregistrement datait de mars 2022. Ania au téléphone avec Vsevolod discutant de leur plan. Rodion ne soupçonne rien. Il est trop occupé à travailler pour faire attention à moi. À la même époque l'année prochaine, je serai libre. Il faut juste être patient. La voix de Vsevolod. Et l'argent? J'ai encore déplacé 2 millions ce mois-ci.
Il ne vérifie jamais les comptes. Cet homme travaille comme un chien et n'a aucune idée d'où part son argent. Et la gamine, Yaroslav? Il ne remarque rien non plus, il est comme son père. Quand je serai parti, Rodion s'en occupera. J'ai fait mon temps en tant que maire. L'enregistrement s'est arrêté. Le visage de la juge Orlova était de marbre. Est-ce votre voix, Madame Beliakova? Ania a grippé la table, les articulations blanches. C'est sorti de son contexte. Je me confiais à une amie. C'était Vsevolod Volkov, son amant, a coupé Yaroslav. Ils ont une liaison depuis 2016. J'ai des enregistrements sur 3 ans qui documentent tout. C'est irrecevable. C'est une écoute illégale. A hurlé Éléonore. En Russie, enregistrer une conversation à laquelle on participe est légal, votre honneur, a dit Yaroslav calmement. J'étais présent lors de ces conversations où elles avaient lieu dans ma maison. La juge Orlova a levé la main. Avocate, je connais la loi. Ces enregistrements semblent avoir été obtenus légalement. Elle a regardé Yaroslav. Qu'avez-vous d'autre? Des enregistrements où ma mère admet une fraude financière, l'ouverture de crédit au nom de mon père, l'imitation de sa signature pour des prêts et le transfert d'argent sur des comptes cachés. Il a appuyé sur lecture. La voix d'Ania, le prêt sur l'appartement était le plus facile. Rodion ne regarde jamais la paperasse. Je lui ai juste dit que c'était une renégociation pour un meilleur taux, et il a signé là où j'ai montré. Il ne sait même pas que nous avons 15 millions de dettes de plus qu'il ne le croit. Un autre enregistrement, Vsevolod avait besoin d'aide pour ses affaires, alors j'ai pris 3 millions sur le compte de Rodion. Il ne s'en rendra compte qu'à sa retraite, et d'ici là, je serai loin. Un autre. Les cartes de crédit sont à son nom, mais c'est moi qui achète. Quand le divorce sera prononcé, ses dettes seront pour lui. Il paiera mes séances de shopping pendant des années. Chaque enregistrement était pire que le précédent. Le portrait d'une femme qui avait systématiquement détruit la sécurité financière de son mari, mais le pire restait à venir. Votre honneur, a dit Yaroslav, il y a un dernier enregistrement. Janvier de cette année. Ma mère discutant de sa stratégie pour le divorce. Il a lancé le fichier. La voix d'Ania, si Rodion résiste, je sortirai la carte de la violence. Le terrain est déjà prêt. De faux certificats médicaux montrant des bleus, des témoignages d'amis qui diront qu'il était contrôlant. Éléonore dit que c'est infaillible. Vsevolod. Le tribunal le croira? Les tribunaux croient toujours les femmes, surtout avec des documents. À la fin, Rodion passera pour un monstre. Il aura de la chance s'il obtient un droit de visite pour son fils. Et si Yaroslav dit quelque chose pour le défendre? Yaroslav fera ce que lui dit. Il a toujours été plus proche de moi. Et s'il ne coopère pas, je dirai au tribunal qu'il est manipulé par son père. Aliénation parentale. J'ai aussi prévu cet angle-là. L'enregistrement a cessé. Le silence dans la salle était assourdissant. Le visage de la juge Orlova était passé de neutre à furieux. Madame Beliakova, vous prévoyez de faire de fausses accusations de violence domestique contre votre mari? Ania pleurait maintenant. De vraies larmes. Des larmes laides. Les larmes de quelqu'un qui a été pris. J'avais peur. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Vous prévoyez de fabriquer des documents médicaux. De suborner des témoins. De commettre une fraude envers la justice. C'était juste des paroles. Je ne l'aurais jamais fait. J'ai ces faux documents médicaux, a dit Yaroslav en levant un dossier. Je les ai trouvés dans son bureau il y a 2 mois. J'ai tout photocopié. Des déclarations de 3 de ses amis décrivant des violences qui n'ont jamais existé. Un faux rapport d'un médecin payé pour le créer. Il a remis le dossier à l'huissier, qui l'a passé à la juge. La juge Orlova a examiné les documents. Son expression s'assombrissait à chaque page. Madame Beliakova. Ces documents décrivent des blessures nécessitant une hospitalisation. Hospitalisation qui devrait être enregistrée officiellement. Je peux expliquer. Pouvez-vous expliquer pourquoi ces formulaires diffèrent des vrais formulaires de cet hôpital? Pourquoi le médecin mentionné n'existe dans aucune base de données? Pourquoi vous alliez présenter des preuves frauduleuses dans mon tribunal? Ania n'avait pas de réponse. Elle a regardé son avocate. Éléonore rangeait déjà ses dossiers, se distanciant de sa cliente. Votre honneur, je n'avais aucune connaissance de documents frauduleux. Ma cliente m'avait assuré. Nous discuterons de votre implication plus tard, avocate. La juge Orlova s'est tournée vers l'huissier. Assurez-vous que Madame Beliakova ne quitte pas cette salle. Je suspends l'audience pour contacter le bureau du procureur. Ce que j'ai entendu aujourd'hui suggère de multiples infractions pénales, notamment fraude, faux et usage de faux, dénonciation calomnieuse et conspiration pour parjure. L'huissier s'est placé à côté d'Ania, et c'est là qu'elle a tenté de s'enfuir. Elle a littéralement bondi, renversant sa chaise, bousculant son avocate, pour foncer vers la sortie. Elle a fait 3 mètres avant que l'huissier ne la plaque. Madame, calmez-vous. Lâchez-moi. C'est un coup monté. Mon fils ment. Madame, asseyez-vous. Je n'irai pas en prison. Ce n'est pas juste. Il a fallu 2 gardes pour la ramener à son siège.
Elle sanglotait, le mascara coulant sur son visage. Tout le vernis avait disparu. C'était la vraie Ania. Désespérée, égoïste, laide. La juge Orlova la regardait avec un mépris non dissimulé. « Madame Beliakova, votre comportement est consigné au procès-verbal. L'audience est suspendue. À la reprise, nous discuterons de la restructuration totale du règlement de divorce, et vous rencontrerez les forces de l'ordre pour des poursuites pénales. » Elle a frappé avec son marteau. L'audience était finie, mais les conséquences commençaient à peine. Les 6 mois suivants furent le chaos. Le procureur a ouvert une enquête. Les preuves étaient accablantes, les enregistrements, les relevés bancaires, les signatures imitées, les témoignages des amis qui ont avoué dès qu'on les a menacés de prison. Elle a été inculpée de 14 chefs d'accusation, fraude, faux, usurpation d'identité, dénonciation calomnieuse, conspiration. Ses avocats ont tenté de négocier. Le procureur a refusé. Elle allait détruire la vie d'un homme innocent avec de fausses accusations de crimes graves. Elle ne s'en sortira pas comme ça. Le procès a duré 3 semaines. Yaroslav a témoigné pendant 2 jours complets. Il a diffusé enregistrement après enregistrement, a expliqué comment il avait recueilli les preuves, a décrit ce que c'était que de voir sa mère trahir son père pendant des années. « Je savais que papa ne me croirait jamais sans preuve », a-t-il dit à la barre. Il l'aimait trop. Il lui faisait totalement confiance. La seule façon de le sauver était de tout documenter et d'attendre. « Et vous avez porté ce secret pendant 3 ans ? » ?»« Oui, monsieur. Cela a dû être difficile. » »« Ça l'a été. Mais mon père a passé 22 ans à travailler pour nous donner une belle vie. Le moins que je puisse faire était de passer 3 ans à le protéger. J'ai pleuré quand il a dit ça. Assis dans la salle, j'ai pleuré sans honte. Ce fils que j'avais élevé, ce jeune homme qui avait vu sa famille s'effondrer et qui avait agi pour me sauver. Ania a été reconnue coupable sur presque tous les chefs d'accusation. Le juge l'a condamnée à 8 ans de prison en colonie pénale. Dans la procédure civile qui a suivi, le divorce a été totalement revu. J'ai gardé l'appartement. J'ai obtenu 75% des actifs restants. J'ai reçu tous les documents prouvant l'argent volé, ce qui servira à calculer les remboursements pour les années à venir. Vsevolod Volkov a été désigné comme co-conspirateur dans plusieurs crimes financiers. Il a perdu son titre d'avocat et ses parts dans le cabinet. Sa femme a divorcé quand elle a appris la liaison. Aux dernières nouvelles, il travaille comme conseiller juridique dans une petite clinique de banlieue pour des PV de stationnement. Les amis qui avaient accepté de mentir ont eu du sursis et leur réputation ruinée. Le médecin qui avait créé les faux dossiers a perdu sa licence et fait face à des poursuites. Justice, la vraie justice. Et tout cela grâce à un garçon de 18 ans qui a refusé que sa mère commette une telle infamie. Yaroslav est entré à l'université Bauman cet automne-là. Je l'ai conduit à Moscou, je l'ai aidé à emménager dans son dortoir. Des trucs normaux de père et fils. Ce que j'attendais depuis des années. Mais rien n'était plus normal. « Papa, ça va ?» a-t-il demandé en portant des cartons. « Je vais bien. Je pense juste à ta mère. » J'ai posé le carton. J'ai regardé mon fils, ce jeune homme qui avait grandi trop vite. « Je pense à toi. À ce que tu as fait. À ces 3 années passées à prétendre que tout allait bien. J'ai fait ce que je devais faire. Tu n'aurais pas dû avoir à faire quoi que ce soit. Tu étais un enfant. Ce n'était pas ton rôle de me protéger. Être pas, mais quelqu'un devait le faire. J'étais le seul à connaître la vérité. Comment as-tu supporté ça? De la voir me mentir en face chaque jour? » Yaroslav est resté silencieux un moment. C'était dur. Très dur. Parfois, je voulais tout faire exploser. Mais je savais que ça ne marcherait pas. Maman est maligne. Elle s'en serait sortie en me faisant passer pour un gamin à problème. Le seul moyen était d'avoir des preuves irréfutables. 3 ans, c'est long pour un secret. Oui, mais tu en vaux la peine, papa. Je l'ai serré dans mes bras plus longtemps que prévu. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter un fils comme toi. Tu as juste été là. Chaque jour. Tu as travaillé dur, tu as pris soin de nous, tu ne t'es jamais plaint. Même quand maman te traitait comme un moins que rien, tu continuais à essayer de faire marcher les choses. Il s'est reculé. Tu es un homme bon, papa. Tu mérites mieux que ce qu'elle t'a donné. Je voulais juste m'en assurer. Nous avons fini d'emménager. On a dîné dans un café près du métro. On s'est dit au revoir avec la promesse de s'appeler tous les dimanches. Je suis rentré seul. L'appartement était vide. Yaroslav était à Moscou. Ania était en prison. Juste moi et le silence. Mais ce n'était pas un silence triste. C'était paisible, propre. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas à me demander quel secret se cachait chez moi. La vérité était sortie. J'étais enfin libre. 2 ans ont passé. J'ai 53 ans. Je travaille toujours à la même usine, mais j'ai réduit à 40 heures par semaine. Il s'avère que je n'ai plus besoin de faire des heures sup quand je ne finance plus la vie secrète de ma femme. J'ai vendu cet appartement l'an dernier, trop de fantômes. J'en ai acheté un plus petit, près des quais, moderne et lumineux. J'ai recommencé à avoir des rendez-vous. Rien de sérieux encore,
mais j'ai dîné avec une femme de mon club de sport le mois dernier. Une conversation agréable. Pas de signaux d'alarme. On se revoit la semaine prochaine. Des petits pas. Yaroslav réussit brillamment à l'université. Il a un stage prévu cet été dans un grand bureau d'études. Il va bien. Mieux que bien. Parfois, on parle de sa mère. Elle sera éligible à une libération conditionnelle l'année prochaine. 3 ans de fait sur 8. Comportement exemplaire, apparemment. La commission m'a envoyé une lettre me demandant si je voulais faire une déclaration. Je n'ai pas encore décidé. Une partie de moi veut laisser couler. Elle a été punie. Elle a tout perdu, sa liberté, sa réputation, son fils. Que demander de plus? Mais une autre partie se souvient de ses enregistrements. La cruauté gratuite dans sa voix. Ses rires sur ma naïveté. Les fausses accusations qui m'auraient brisé si Yaroslav ne l'avait pas arrêté. Certaines choses ne se pardonnent pas. J'ai demandé à Yaroslav son avis. Je ne ferai pas de déclaration, a-t-il dit. Elle ne mérite plus mon énergie. Peu m'importe qu'elle sorte plus tôt. Elle restera une criminelle, elle n'a plus rien. Elle est la femme qui a tenté de piéger son mari et qui s'est fait prendre par son propre fils. C'est ça sa punition, papa. Pas la prison, mais de devoir vivre avec ce qu'elle a fait jusqu'à la fin de ses jours. Mon fils est sage au-delà de son âge. Peut être trop. Tu ne regrettes rien? Lui ai-je demandé. Les enregistrements, le procès, tout ça? Il a réfléchi longtemps. Je regrette que cela ait été nécessaire. J'aurais aimé avoir une mère dont je n'aurais pas eu à te protéger. J'aurais aimé que notre famille soit ce qu'elle semblait être de l'extérieur. Mais les enregistrements eux-mêmes. Non. Je le referai sans hésiter. Sa voix était ferme. Tu es mon père. Tu as toujours été là pour moi. Et quand j'ai appris qu'elle voulait te détruire, je ne pouvais pas rester là à regarder. La plupart des enfants ne s'en seraient pas mêlés. Peut être. Mais je ne suis pas comme la plupart. Il a souri. Je suis ton fils. Tu m'as appris à faire ce qui est juste, même quand c'est difficile. Je n'ai pas su quoi répondre, alors je lui ai juste dit que je l'aimais. C'était suffisant. Il y a une dernière chose. Il y a 6 mois, j'ai reçu une lettre d'Ania. De la prison. J'ai failli la jeter sans la lire, mais la curiosité a gagné. La lettre faisait 3 pages. Je vous épargne les détails, les justifications, les explications qui n'expliquent rien. Mais un paragraphe à la fin m'a marqué. Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je ne le demande pas. Ce que j'ai fait est impardonnable. Pendant des années, je me suis convaincu que le problème c'était toi, que tu n'étais pas assez, que je méritais plus. Mais assise dans cette cellule, avec rien d'autre que du temps pour réfléchir, j'ai réalisé une chose. Le problème n'a jamais été toi, Rodion. Le problème, c'était moi. Je n'étais jamais satisfaite, jamais heureuse, jamais capable d'apprécier ce que j'avais. Au lieu de l'affronter, je t'ai blâmé. J'ai trompé. J'ai volé. J'ai essayé de te détruire. Je ne demande pas pardon. Je veux juste que tu saches que j'ai compris, maintenant. Trop tard. Bien trop tard. Mais j'ai compris. J'ai lu ce paragraphe 3 fois. Puis j'ai déchiré la lettre et je l'ai jetée. Comprendre dans une cellule n'efface rien. Les remords sur papier n'annulent pas 20 ans de mensonges. Les mots ne remplacent pas ce qu'elle a tenté de me faire. Mais il y avait quelque chose de satisfaisant à savoir qu'elle voyait enfin la vérité. Qu'elle ne pouvait plus s'en cacher. Que chaque jour, elle devrait vivre avec ce qu'elle a fait. C'est une forme de justice. Je repense parfois à cette salle d'audience. Au moment où Yaroslav s'est levé et a tout changé. Au visage d'Ania réalisant que son fils l'enregistrait depuis 3 ans, à sa tentative de fuite. Elle pensait avoir tout prévu, attendu les 18 ans du fils, choisi son anniversaire pour le divorce comme une sorte de fête macabre. Elle n'avait jamais imaginé que son propre enfant serait celui qui la ferait tomber. C'est ça, le truc avec les secrets. Il ne reste secret que tant que personne ne fait attention. Yaroslav a fait attention. Et il m'a sauvé. Si vous regardez ceci et que vous vivez quelque chose de similaire, un divorce, une trahison, un partenaire qui cache des choses, je veux que vous sachiez, la vérité compte. Même quand elle est douloureuse, même quand on aimerait ne pas savoir la vérité est toujours mieux que de vivre dans le mensonge. J'ai passé des années à croire en un mariage heureux, à croire que ma femme m'aimait. C'était faux. Chaque seconde. Mais le savoir, aussi aimé que ce soit, m'a libéré. Je ne vis plus dans l'illusion. Je ne doute plus de mes propres perceptions pendant que quelqu'un me manipule dans mon dos. Je connais la vérité. Et la vérité, aussi lourde soit-elle, est un sol solide sur lequel se tenir. Une dernière chose. La semaine dernière, Yaroslav a appelé. Papa, j'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Maya, elle est en architecture. Je l'aime beaucoup. C'est génial, fils. Quand est-ce que je la rencontre? Peut être aux vacances d'hiver. Si ce n'est pas trop bizarre. Pourquoi ce serait bizarre? Je ne sais pas. Après tout ce qui s'est passé, avec maman. Après l'éclatement de la famille. J'ai réfléchi.
Yaroslav, ce qui s'est passé avec ta mère, ce n'est pas une généralité sur les familles. C'est elle, ses choix, sa tromperie. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas construire quelque chose de vrai. Comment tu sais que ça ne finira pas pareil? On ne le sait pas. C'est le risque. Mais on ne peut pas laisser la peur nous empêcher de vivre. J'ai marqué une pause. Le fait que tu t'en inquiètes déjà me dit que ça ira. Les gens comme ta mère ne s'inquiètent pas de faire du mal. Ils le font, c'est tout. Tu n'es pas comme ça. Il a ri. Un bon son. Un son qui guérit. Merci papa. Je ramènerai Maya pour Noël. Je pense qu'elle te plaira. J'en suis sûr. On s'est dit au revoir. J'ai raccroché et je suis resté assis dans ma maison calme, pensant à l'avenir. Mon fils est amoureux, il construit sa vie, il va s'en sortir malgré tout. Et moi aussi. Pas parce que la douleur a disparu, elle ne part jamais tout à fait, mais parce que la vérité nous a libérés tous les deux. Et parfois, cela suffit. Likez cette vidéo si vous êtes resté jusqu'au bout. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'on peut survivre à une trahison. Et si vous traversez un moment difficile, rappelez-vous, la vérité finit toujours par sortir. Assurez-vous d'être du bon côté quand cela arrivera.